Vous savez, dans le domaine du BTP, on retrouve énormément de personnes qui, à un moment, viennent avec leur expertise pour pouvoir avoir définitivement un très bon immobilier. Et partant de là, je tenais comme ça à apporter de la visibilité à ces techniciens-là que parfois ils restent dans l'ombre, mais on oublie aussi que depuis la base, ce sont eux qui interviennent. Depuis la base, ce sont eux qui mettent les moyens sur pied pour qu'on parvienne à avoir des édifices qui sont vraiment très bien conçus et qui peuvent durer sur une très longue période. Donc aujourd'hui, en fait, je vais m'entretenir avec ceux-là qui sont considérés pour moi comme des personnes qu'on devrait davantage mettre la lumière sur eux parce que le travail qu'ils font au quotidien est non seulement pénible, mais aussi demande un fort quotient émotionnel. Donc, si vous êtes bien installé, on se dit à tout à l'heure. Ok les amis, comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit rien d'autre que des fouilles. Donc c'est cet élément-là qu'on est d'abord obligé de passer par là, si bien sûr on souhaiterait mettre un bâtiment sur pied. Donc on procède d'abord par les fouilles. Une fois que les fouilles sont faites et qu'elles sont bonnes, par la suite on peut donc passer à la fondation proprement dit. Donc je vais comme ça m'entretenir avec mon cher. Déjà tu vas te présenter, comment est-ce qu'on t'appelle? Moi, je suis Monsieur Kamga, chef chantier et contrôleur des travaux de génie civil. Ok, Monsieur Kamga, c'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Ok, en ce qui concerne les fouilles, comment est-ce que ça se passe? Le mètre carré déjà, il coûte combien? Ou bien ça s'évalue comment? On dit c'est 1 mètre qu'il faut creuser, c'est comment? Bon, les fouilles déjà se passent en fonction déjà de la grandeur de la fouille, proprement dit, et se paye généralement en mètres linéaires. Et ça n'a pas de taux fixe, puisque le tout se joue aussi sur la profondeur et la largeur. Par exemple, une fouille comme celle-ci où nous sommes présentement d'une largeur de 60, sur une profondeur de 60 également, de mètres linéaires avoisine à 1000 francs. Donc pour celui qui doit creuser, 1 mètre linéaire coûte en moyenne 1000 francs. Et pour les autres cas, ça va varier en fonction de la zone parce que dans une zone marécageuse par exemple, une fouille de même section ne peut pas avoir le même coût puisque les difficultés vont aussi varier. Il y a la présence d'eau, il y a la technique à utiliser pour pouvoir mettre ces fouilles en place. Donc la mise en œuvre tient compte aussi du coût. En gros, voilà ce que je pourrais vous dire par rapport aux fouilles. Il n'y a pas un taux fixe par rapport aux fouilles. Ça varie, ça dépend de la dimension. On a aussi ce qu'on appelle généralement aussi les semelles. Parce que les semelles sont des trucs, sont des trous isolés en fait. Donc on met les poteaux. Si... Oui, en fait. Donc Okay. on viendra implanter les poteaux. Parce que ça sont les fouilles en long. Or, les fouilles, il y a les semelles proprement dit qui va par exemple sur une section en mètre carré, par exemple 1 par 1 sur une profondeur de 1 par exemple. Quelqu'un d'autre pourrait arriver, il prend par mètre cube aussi. En fonction de la grandeur, une fouille de 1 par 1 profondeur 1 ne peut pas être le même coût qu'une fouille de 2 par 2 profondeur 1. Okay. Donc tout ça se joue sur la grandeur de la fouille et de la semelle proprement dit. Ok, tout à l'heure, tu as fait comprendre que les prix variaient. Je voulais savoir, parce qu'on a souvent les produits sur le marché et les prix varient sur le marché en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Donc, je voulais savoir, est-ce que parfois aussi, quand vous voulez donner les prix aux clients, vous tenez compte de s'il a la voiture, s'il est bien vêtu, ou bien c'est juste par rapport au sol, si c'est dans un endroit marécageux, ou bien si la terre est très dure. Parmi les deux là, de quel côté vous vous orientez bien pour pouvoir fixer les prix? Pour l'orientation du travail, déjà on va d'abord dire tous travaux de génie civil. Quand tu veux faire par exemple un devis, tu dois tenir compte de l'économie et des poches du client en fait. Tout à fait. Il ne faudrait pas faire dépenser le client en disant non, c'est un monsieur qui a de l'argent ou pas. Le tout, c'est de pouvoir faire un bon travail et à un coût économique. Parce que ça ne sert à rien d'encourager quelqu'un à engager un grand projet
qu'à la fin, il ne pourra pas terminer dû au coût dont vous l'avez imposé. Donc du coup, généralement, quand nous, on veut réaliser un tel travail, on s'abstient juste à la nature et aux difficultés qu'on a sur le terrain ou bien qu'on va rencontrer pour pouvoir donner un coût moyen au client. Ok, mon cher Kandum, il faut avouer que tu es un technicien honnête. Tu ne juges pas le client sur ce qu'il a sur lui. Donc, c'est juste par rapport au travail que tu as fait que tu fais tes cotations. Ok, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la différence maintenant entre la profondeur ou bien peut-être la largeur des fouilles qui doivent prendre des poteaux. Qu'il s'agit pour un grand immeuble ou bien un hôtel et juste pour une villa. Quelle est la différence? Sur quoi est-ce qu'on doit se baser en fait? Sur quoi on va se baser pour les fouilles, je dirais d'un immeuble, d'un R+1, d'un hôtel, ça serait d'abord, il y a d'abord l'envergure et l'emplacement du bâtiment en elle-même, la superficie qui compte le plus. Un bâtiment assez large ne peut pas avoir les mêmes semelles qu'un bâtiment restreint en fait, une surface restreinte. Du coup, il y a le dimensionnement qui fait face ou bien qui nous donnera la nature des fouilles exactes à pouvoir réaliser. Ok. Puisque de nos jours, nous constatons que tellement d'immeubles dehors s'effondrent dû au coût du mauvais dimensionnement en fait. Du coup, les fouilles ne se jugent pas avec les yeux ou bien la grandeur de l'ouvrage. C'est sur un dimensionnement précis. D'accord, d'accord. Parce que sur un même bâtiment, on peut avoir une fouille d'une largeur de 60 par 60. Sur le même bâtiment, on a 1 mètre, 1 par 1. Le même bâtiment peut avoir 2 mètres. Ça dépend de la section de l'ouvrage qu'on a dimensionné. Ça dépend de la surface portante de l'élément en elle-même. Ça dépend de la capacité portante du sol. Parce que sur ce point, par exemple, on peut avoir un bar comme pour capacité portante du sol. Mais juste là, à 2 mètres et à la même profondeur, on est juste, par exemple, à 3 bars. Ça va donc dessus quoi on ne peut pas uniformiser exactement les fouilles sur un bâtiment. Seul le dimensionnement nous donne la profondeur exacte et réelle des semelles et des fouilles dans un bâtiment en fait. Ok, d'accord. Ça, c'est une très bonne remarque. Maintenant, comme tu as dit que sur un même sol, on peut avoir des calculs différents. Oui. Il y a un immeuble là du côté de, je crois que c'est Bonandia ou bien Bonapriso. Est-ce que, par rapport aux informations que j'avais eues de ce côté, est-ce que ça peut arriver, n'est-ce pas, qu'on fait des fouilles, on a bien fait des calculs, et puis on lève le bâtiment. Mais après une certaine période, on se rend compte peut-être, supposons qu'on veut mettre, il y a les carreaux sur le bâtiment. Donc le bâtiment lui-même est fini, le gros œuvre est fini. Et puis quand on se décide de mettre les carreaux, on se rend compte qu'il y a comme une vibration. Donc on se rend compte que le bâtiment vibre. Est-ce que si déjà on a bien fait les calculs, on peut se retrouver plus tard avec ce genre de problème? Le tout n'est pas juste de faire des calculs, c'est de savoir aussi interpréter les résultats de ces calculs. Parce qu'on peut faire des calculs exacts et que celui qui vient réaliser n'arrive pas à interpréter ces calculs. D'accord. Ou bien dans la mise en œuvre exacte, on n'a pas respecté ce qui a été prescrit par ce dimensionnement qu'on a donné. Peut-être au niveau du dosage, des faits, tout ça. Oui, en fait, dans lors de la réalisation, il faudra revenir sur le processus de réalisation de l'ouvrage en elle-même, si tout a été respecté dans la norme. Parce que le tout commence d'abord par un sondage pour pouvoir mesurer la capacité portante du sol. C'est de là que part en fait le travail d'un immeuble. Il faudra faire l'essai sur le terrain pour obtenir la capacité portante. C'est cette capacité portante-là. Et pour continuer, j'aimerais d'abord définir la capacité portante. La capacité portante est la force qu'a un sol à pouvoir supporter une charge. Parce que si toi, par exemple, tu peux supporter 100 kg et qu'on viendra déposer une charge de 150 kg sur toi, tu ne pourras plus tenir. Tout à fait. Donc effectivement, voilà d'où vient l'étude du sol, donc les essais qu'on effectue sur le terrain pour déterminer la capacité portante. Est-ce que ce sol qu'on veut faire pourra supporter
quelle charge à tel niveau du sol. Est-ce qu'à 1 mètre, tu pourras supporter la charge du bâtiment si quand on va l'imposer? Est-ce qu'à 2 mètres, tu pourras supporter? C'est un peu ça. Donc le tout n'est pas seulement de dimensionner, mais de savoir aussi respecter ce que le résultat de nos calculs nous donne dans notre ouvrage. Ok. Je crois que vous qui êtes en train de voir la vidéo, vous comprenez bien ce qu'il est en train d'expliquer là, parce que c'est quelque chose vraiment de très fondamental lorsque vous voulez lever vos différents bâtiments, pour éviter de balancer les personnes à la morgue chaque jour, parce qu'il y a telle chose qui n'avait pas été respectée, telle ou telle autre chose. Maintenant, parlant de votre activité au quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Elles sont techniques, elles sont dues peut-être parfois à l'environnement, c'est l'eau, c'est la pluie, c'est le soleil, c'est quoi exactement? Les difficultés, je dirais les difficultés sont techniques et dues souvent à nos employeurs en fait. Personne ne pourra pas accuser la nature puisque la nature agit selon elle-même. Et c'est nous, à nous d'agir selon la nature, pas la nature d'agir selon nous en fait. Et les difficultés techniques déjà, il y a d'abord la mise en place du matériel que fournissent parfois le client. Tu ne peux pas proposer à un client d'utiliser par exemple un fer de FE500 pour sa construction, il t'impose le FE500 et toi en tant que technicien tu acceptes à périple juste parce que tu veux parfois travailler. Voilà par exemple une difficulté dont on doit faire face tous les jours, la qualité du matériel qu'on impose au client. Ou bien le client te donne son argent et toi-même à la longue, toi-même tu t'en vas faire les achats, tu achètes un matériel de mauvaise qualité. Ça c'est d'abord un problème que nous-mêmes techniciens, nous devons d'abord tenir compte de ça, un problème technique d'abord pour notre domaine. Maintenant les employeurs, il y a tellement d'employeurs qui sont prêts à accepter, je vais te donner par exemple 100 000 pour ce travail, mais dès que tu engages le travail, tu finis même, vous avez signé des contrats, il te dit ok, je te donne les 70% durant la réalisation, à la fin je te donne les 30%. Mais à la fin, tu te rends compte que même les 30%, ils ne veulent même plus te remettre ton dû en fait, la sueur de ton fonds. Il y a des travaux, des clients malhonnêtes en fait. Oui, il y a des travaux que lui-même il te donne et qu'il ne paye pas. Par exemple, un devis et la réalisation des plans. Ce sont des trucs que les clients devront d'abord comprendre qu'il faudra payer pour que le technicien qui lui il travaille, c'est ça qui le permet de faire vivre sa famille en question. Effectivement. Puisque si tu demandes à un client, à un technicien de te faire un devis, il passe par carrément une nuit blanche, il a réfléchi, à méditer comment faire ton devis. C'est un travail qui doit être payé. Oui, et qu'à la fin, tu ne lui donnes pas, ne serait-ce qu'une motivation, juste pour supporter ce que tu dis, si c'est bon, c'est toi qui vas réaliser le projet. Non, il faudrait d'abord oublier ce côté de c'est toi qui vas réaliser le projet. Tu peux décider que c'est lui qui va réaliser le projet et finir de faire ce devis après 2 jours, 3 jours, le temps que vous avez à conclure le marché, il rend l'âme. Exactement. Est-ce qu'il a profité du fruit de son travail? Pas du tout. C'est ça donc la question que nous devons nous poser à chaque fois que nous voulons donner un travail à un technicien. Est-ce que le prix même qu'on vous propose mérite le travail qu'on doit effectuer? Oui. Ok, ça c'est vrai. Et c'est un problème réel que nous les techniciens au quotidien, parce que moi-même en tant qu'électricien, ce sont des problèmes auxquels je fais souvent face. Soit c'est le mauvais matériel qu'on vient de te donner pour travailler avec. Si bien quand tu refuses même, tu te dis, mais je vais refuser de travailler, pourtant j'ai des charges à la maison là. Et du coup, tu fais même souvent avec le mauvais matériel là. Et après même pour te payer encore, c'est encore un autre problème. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de bien là que tu as soulevé. Et tout à l'heure là, avant que je ne commence, il y a un de tes collègues là qui disait que lui, si c'est la caméra, il n'est pas lui trop partant parce qu'il a honte en fait. Je voudrais savoir, toi en tant que technicien, est-ce qu'il y a eu des fois que lorsque tu étais en train de travailler, il y a une petite très jolie qui passait et puis tu as essayé de te cacher pour dire que il ne faut pas que la gola me voie. Est-ce que ce genre de choses te sont déjà arrivées, pardon? Je dirais, je n'ai pas eu honte de mon travail parce que ça fuit. Parce que tu fais face à une jolie petite qui passe là, ou bien parce que tu lui es derrière en disant non, je fais dans telle chose, ou bien je travaille dans un bureau climatisé. Ça, c'est vendre le rêve à nos jeunes cadets qui nous suivent derrière. Et chacun doit être fier de son métier, accepter, puisque si cette demoiselle que tu fais des avances accepte tes avances, tôt ou tard, ça rendra compte que tu mènes une double vie. Effectivement. Du coup, mieux vaut lui dire la vérité. Si elle est tienne, elle va rester. Si elle n'est pas tienne, elle va partir. Ça c'est clair. La vie est faite ainsi.
Ok, Donc, ok. en gros, c'est un peu ça. Voilà l'autre désordonné là-bas qui essaie de déranger un peu. Construire c'est bien, mais bien construit, c'est mieux. Ok, il disait tantôt que construire c'est bien, mais bien construit c'est encore mieux. Donc c'est valable pour vous qui nous écoutez. Et pour ma part aussi qui suis électricien, sachez que lorsque vous voulez donner vos travaux, confier vos travaux à des techniciens, essayez toujours un temps soit peu de peser le travail qu'ils ont à faire sur votre immobilier. Parce que dites-vous, pour un léger détail, on peut se retrouver en train de tuer énormément de personnes. Donc vous devez vraiment bien payer les techniciens qui sont en train de réaliser vos travaux. C'est très très important. Et pour un petit, je me rappelle encore lorsque je m'entretenais avec un monsieur qui est d'ailleurs un docteur dans le domaine du génie civil. Il me faisait comprendre que pour des problèmes de calcul, mon cher Kamdem, il y a eu, pour les problèmes de calcul, oui, je crois, c'était dans le cadre de la mise sur pied d'un tunnel. Il y a eu des décalages au point où on n'a pas pu réaliser ces différents tunnels-là. Et donc, il y a non seulement les calculs, il y a le matériel, il y a la main d'œuvre, tous ces éléments-là qu'il faut toujours tenir en compte. Donc, mon cher Kamdem, si désormais les personnes qui t'écoutent là souhaitent entrer en contact avec toi, dis-moi un peu comment est-ce qu'ils font. Est-ce que tu peux communiquer un numéro sur lequel on peut te joindre? Oui, je suis disponible au 678 46 07 46. Je reprends 678 46 07 46. Et c'est en même temps un numéro WhatsApp et disponible à tout moment aux appels et comme aux SMS. Ok, d'accord. Merci mon cher Kamdem. Merci d'être resté jusqu'au terme de cette vidéo. On se dit à très bientôt.